Bonsoir à toutes et à tous. La France fait partie des pays qui se sont fixés un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, une ambition qui a son corollaire, une décarbonation massive des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, l'énergie, les transports et puis bien sûr le bâtiment dans son volet exploitation et dans son volet construction. C'est bien évidemment ce secteur du bâtiment qui nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission imaginée et conçue par les équipes d'Eiffage Construction. Nous sommes ensemble pour une heure d'échange autour du premier volet consacré à la construction bois. On en parle beaucoup, de plus en plus, de cette construction bois, mais s'agit-il d'un effet de mode ou d'une lame de fond? C'est ce qu'on va essayer d'analyser avec nos invités que je vais vous présenter dans une poignée de secondes. Juste quelques mots du principe de notre rendez-vous. Questions précises, réponses, messieurs et mesdames qui viendront nous rejoindre plus tard, concise. Vous avez la possibilité, vous qui nous regardez, d'interpeller nos grands témoins en postant un message dans la case réservée à cet effet sur votre écran. J'essaierai, autant que faire se peut, d'être votre porte-parole le plus fidèle possible. Alors, les invités que je vous annonçais, le premier d'entre eux, Étienne Crépon. Bonsoir, monsieur, président du CSTB, qui est en quelque sorte, non pas le bras armé, mais l'expert scientifique et technique de l'État dans le domaine de la construction. Près de 1000 collaborateurs, 4 implantations sur le territoire, Grenoble, Marne-la-Vallée, Nantes, Sophia Antipolis. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur. Jean Piveteau, il est le président de l'entreprise créée en 1948 par son père, je crois. Vous sélectionnez le bois, vous le transformez, vous concevez et commercialisez des produits en bois, évidemment dans la filière de construction. 3 sites de production en Vendée, en Corrèze, et puis on a noté un site en Pologne. Ça commence à nous titiller déjà. En tout cas, monsieur, votre expertise nous sera précieuse. Et puis, Christian Birbeau, directeur régional Eiffage Construction Sud-Ouest. Vous êtes au sein de la branche construction d'Eiffage le pilote d'un certain nombre de sujets liés à l'innovation bas carbone. Et bien évidemment, la construction bois fait partie de ces sujets. Comme promis, on va aller directement droit au but, comme on dit à Marseille. Droit au but, c'est une séance de questions-réponses grâce à laquelle on va essayer de balayer l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la construction bois. C'est parti. Alors, je vais prendre au fur et à mesure qu'elles me parviennent un certain nombre de questions qui me sont retransmises par un dispositif tout simple, par les équipes d'Eiffage Construction à Vélizy. Je me dresse tout de suite vers mon écran et je découvre la première question qui va nous permettre au fond d'introduire le sujet. Que représente aujourd'hui la construction bois en France ? Lequel d'entre vous peut éventuellement nous donner des éléments de réponse? Christian Birbeau, peut-être? Oui, bonsoir. Donc, le bois, aujourd'hui, dans la construction, où il est le plus employé, c'est dans la maison individuelle. Il représente 10 à 12% de l'activité, même s'il y avait une chute d'activité après la crise financière de 2008. Dans le collectif, il y a une progression qui est en cours. Aujourd'hui, on peut espérer atteindre cette année 7% sur le marché du logement. Alors, les questions sont déjà très nombreuses, mais il y en a une qui me permet de poursuivre. Franck, qui est à Annemasse, veut savoir comment se situe la France par rapport aux autres pays. Quid dans les autres pays, nous dit-il, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, etc. Ben là encore, je peux donner quelques chiffres. Nos voisins, ceux qui sont les plus avancés en termes de pourcentage, c'est l'Autriche, qui dépasse largement les 30% de la construction en construction bois. Après, on retrouve l'Allemagne, là de 20%, la Grande-Bretagne qui fait 22% dans les derniers chiffres qu'on a obtenus, et puis nos voisins les plus proches comme la Suisse qui dépasse les 20%. Donc on peut dire que la France n'est pas en avance dans ce domaine par rapport à ses voisins directs. C'est bien ça? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Allez-y, je vous ai coupé. Je pense qu'il faut penser plutôt, si on passait de l'idéal en passant par le réel aujourd'hui, il y a 2 points essentiels. C'est d'abord de répondre à la demande du logement en France, donc il faut continuer à construire. Le deuxième point, c'est diminuer l'impact carbone de la construction, donc il faut trouver des solutions. Je crois que depuis 5 ans, nous progressons. Des régions sont porteuses en activité en France. Je parle de l'Île-de-France en priorité aujourd'hui, l'Alsace, qui a aussi une culture bois historique, la Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne, qui aujourd'hui portent de projets majeurs dans le bois.
Alors, troisième question qui me parvient, peut-on construire partout en bois? C'est Anne-Claire de Saint-Étienne qui nous la pose. Et d'ailleurs, pas très loin, Jacques de Libourne doit avoir la même idée derrière la tête lorsqu'il écrit « Peut-on construire en bois lorsqu'on n'a pas de massif forestier à proximité de chez soi ?» Monsieur Piveteau, est-ce que vous avez des réponses? Oui, bonsoir à tous. Oui, on peut construire en bois sur tout le territoire, même s'il n'y a pas de massif proprement dit en région. Mais globalement, la France a une couverture forestière. On en a dans toutes les régions des forêts. Et donc là, vous dites on peut construire partout, mais la question qui nous réunit, c'est quand même construire dans des conditions bas carbone. Alors, si je construis dans le sud de la France où il n'y a pas de forêt, est-ce que c'est cohérent? Oui, ça pose aucun problème parce que le bois a un bilan carbone tellement bon que le transport a très peu d'impact dessus. Il aurait de l'impact sur 5000 km, mais pas sur 500. C'est-à-dire, Christian Birbot? Non, il est souhaitable d'utiliser des essences locales et d'avoir une traçabilité du bois, c'est important aujourd'hui. En plus, en tant qu'entreprise, il va notre responsabilité sociétale de savoir un petit peu où se passe l'activité et de recréer de l'activité localement. Je voudrais revenir sur votre affirmation très rapide d'ailleurs, Monsieur Piveteau. Vous dites le transport n'impacte pas le bilan carbone du bois. Vous êtes en train de nous expliquer que si le bois vient d'Autriche alors que je construis dans la région bordelaise, ça n'est pas grave en termes de bilan carbone? C'est étonnant. C'est moins bien que s'il provient de forêts françaises, bien sûr. Mais encore. Mais la première qualité pour améliorer le bilan carbone du matériau, c'est le bois, c'est la forêt. Oui, mais l'énergie consommée pour transporter le bois, quand même, vient gréver le bilan carbone. Oui, mais par rapport à ce que consomme le bois comme carbone lors de sa croissance, c'est dérisoire. C'est dérisoire. On reviendra sans doute sur cette question-là parce que déjà des questions nous parviennent d'internautes. Les capacités industrielles de la filière sont-elles suffisantes pour répondre à la demande croissante du marché? C'est Jean-Marie T. de Marseille qui veut savoir ça. Lequel de vous deux peut répondre? Est-ce que les capacités industrielles de la filière sont suffisantes pour répondre à la demande croissante du marché? Non, aujourd'hui, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est une lame de fond. Je ne sais pas si c'est une lame de fond, mais il y a une très forte progression. Et aujourd'hui, les capacités de la filière à fournir les produits d'ingénierie que les constructeurs demandent est trop faible. Mais pour que l'industrie française investisse massivement dans les scieries et dans les produits d'engineering pour la construction bois, il faut aussi qu'il y ait un marché. Donc aujourd'hui, nous on dit le plus important, c'est déjà de mettre du bois, qui est déjà vertueux par lui-même, même s'il fait un petit peu de kilomètres. Et les industriels françaises de la transformation du bois et de la production de bois sauront s'adapter puisqu'on a la forêt en volume pour faire face aux besoins de la construction sans problème. Aujourd'hui, c'est plus la capacité de transformation qui manque un peu, mais la forêt n'a aucun problème puisqu'aujourd'hui, on ne consomme à peu près que 70% de la croissance de la forêt française. Tiens, ça aussi sera une question qui reviendra puisque des internautes nous la posent régulièrement. Étienne Crépon, je me tourne vers vous à ces questions de capacité industrielle de la filière. Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Est-ce qu'on a le sentiment que l'État, dont vous avez dit que vous étiez l'expert scientifique et technique dans le domaine de la construction, l'État a engagé les démarches pour favoriser la filière bois? Clairement, bonsoir, ça a été clairement une volonté de l'État il y a un peu plus d'une dizaine d'années de développer la construction bois. Et pour ça, en lien avec l'ensemble de la filière, la première étape a été d'identifier tous les sujets qui pouvaient bloquer la réalisation de construction en bois, notamment d'immeubles collectifs. Des sujets aussi pragmatiques que est-ce qu'on peut construire en bois et être sécurisé par rapport au feu? Est-ce qu'on a des règles de construction qui s'appliquent, y compris en zone sismique? Ça a été tous les travaux qui ont été menés ces dernières années et qui font qu'aujourd'hui, des défis comme des constructions d'immeubles de grande hauteur ou de moyenne hauteur, qui n'étaient pas envisageables de façon sécurisée il y a quelques années, le sont complètement.
Vous considérez que les conditions réglementaires sont réunies pour que la filière se développe. Je vois Christian Birbaud sourire au-dessus, peut-être qu'il n'est pas tout à fait d'accord, et Jean Piveteau avoir un grand sourire, ce qui semble augurer peut-être quelques doutes de sa part. Alors, est-ce que la filière aujourd'hui a réuni toutes les conditions pour se développer, ou est-ce qu'elle a encore quelques freins réglementaires? Vous avez d'ores et déjà des éléments de réponse. En tant qu'entreprise, aujourd'hui, nous devons jouer un rôle moteur, hein. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une rupture de la profession. On passe de la culture du béton, qui est très ancrée, hein, en France, avec des leaders internationaux. Donc, il faut faire croître, hein, la demande. Comme on le dit à l'instant, c'est de garantir la qualité de la construction. Et nous devons former nos collaborateurs à ces nouveaux métiers. Mmh. Donc ça, et vous, M. Piveteau, vous semblez réagir à cette notion, à cette question de réglementation? Oui, parce qu'on a quelques différences. On a une réglementation un peu différente par rapport à nos pays voisins, et notamment les États-Unis, surtout par rapport au comportement au feu, qui est sans doute, et c'est légitime, la crainte principale des gens. M. Crépon l'a bien souligné tout à l'heure, donc il y a des travaux qui se font là-dessus sur des produits pour traiter le feu. Mais au niveau de la réglementation, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas mettre de sprinkler dans du logement. Et que ça, c'est vrai, si on pouvait mettre du sprinkler dans du logement, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, en Angleterre, aux États-Unis, il serait plus facile, ou l'emploi du bois serait nettement simplifié. Alors, on aura, je crois, l'occasion de revenir là-dessus, puisque j'ai sous les yeux pas mal de questions, mais je voudrais revenir sur les forêts françaises. Beaucoup de questions sur la part de bois français dans la construction en bois. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet, M. Piveteau? La part du bois français dans la construction, elle était peut-être de 20% à 25% il y a 10 ans, elle est peut-être plutôt à 50% aujourd'hui. Et au fur et à mesure que le marché s'ouvre, les industriels rentrent de plein fouet dedans, et on va tout faire pour en prendre le maximum. Si on peut se rapprocher des 100%, ce serait l'idéal. Autre question qui vient compléter celle qu'on a posée tout à l'heure. Peut-on construire, c'est Magali qui nous pose cette question, peut-on construire partout en bois, même en zone sismique? Quelles sont dans ces cas-là les contraintes? Qui peut répondre? Par expérience, sur les marchés où on vend du bois pour la construction, les régions de prédilection où on vend le plus pour la construction bois aujourd'hui, c'est Guadeloupe, Martinique, Réunion et Haïti. Et Haïti de façon assez forte, parce qu'il y a eu beaucoup de morts qui ont été liées à l'effondrement des constructions. Et que c'est vrai que le bois, avec sa souplesse, permet d'absorber sans doute beaucoup mieux les mouvements du sol sans s'effondrer. Un élément complémentaire, peut-être? Oui, allez-y, monsieur Lapin. Le pays qui a la plus forte culture de construction en bois au monde, ou en tout cas l'un des pays qui a la plus forte culture de construction en bois, c'est le Japon, qui est quand même l'un des endroits où il y a une fréquence de séisme qui est la plus élevée. Et ils savent parfaitement s'adapter sur ce sujet. Effectivement, comme le disait M. Piveteau, le bois a une capacité de dispersion de l'énergie liée à un tremblement de terre, liée à des phénomènes sismiques, qui est assez exemplaire. Alors, est-ce qu'on peut aborder aussi la question des forêts françaises qui sont majoritairement privées, nous demande Pierre. Quel est l'état de nos forêts? Est-ce que ça n'est pas un facteur limitant? Monsieur Piveteau? Ah non, pas du tout. On a des forêts en très très bon état, qu'elles soient privées ou publiques. La bonne gestion des forêts est en place, je dirais, plutôt depuis 2 siècles. On n'est pas du tout dans la configuration des forêts tropicales, soit Afrique ou Amérique du Sud. On a des forêts, on a pensé à gérer les forêts. À l'époque, on en avait besoin pour faire soit des poteaux de mine pour le nord de la France, ou pour fournir du bois pour fabriquer les navires de guerre. Et depuis cette époque-là, l'ensemble des forêts sont gérées, cultivées, replantées. Donc, vous n'avez pas de souci pour l'état de santé des forêts privées. Ça n'est pas le facteur limitant du développement d'une filière bois dans notre pays. Ah non, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'utilise que 70% de la croissance. De la croissance, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut aborder
la construction bois, alors c'est une question qui me parvient à l'instant, la construction bois est-elle limitée en hauteur? Jusqu'à quelle hauteur pouvons-nous construire en bois? C'est Magali à Nantes qui veut savoir ça. Monsieur Birbeau. Non, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite en construction bois. Il y a beaucoup d'études en cours. Il y a même des études en cours jusqu'à 350 mètres de hauteur. On a des exemples actuellement, et on va citer encore l'Autriche, la tour Trit de 50 mètres de haut, 100% bois, qui a été livrée en 2015. La tour OO à Vienne, 84 mètres de hauteur, qui a été livrée en 2019. Donc aujourd'hui, pour nous, il y a toutes les solutions possibles. Nous, en France, quand on cherche à regarder, c'est l'intelligence dans la construction, c'est de regarder le bon matériau au bon endroit, parce qu'il faut régler les contraintes sismiques, thermiques et acoustiques au niveau de la construction pour justement respecter la réglementation actuelle. Alors justement, comment résoudre les problématiques liées à l'acoustique, à l'isolation thermique, aux vibrations? On en a un peu parlé, Monsieur Crépon, sur ces sujets, acoustique, thermique, vibration. Que dit le CSTB? Est-ce que le bois a réussi à résoudre ces problèmes-là? Je pense que le bois a des qualités intrinsèques. Comme tous les autres matériaux ont chacun des qualités intrinsèques, il lui appartient de vraiment savoir les valoriser, et c'est un travail à mener par l'ensemble de la filière et par l'ensemble des acteurs. Sur la question acoustique et vibratoire notamment, Eiffage et Pifto se sont posé la question des vibrations à basse fréquence dans les bâtiments en bois et ont demandé l'appui du CSTB qui nous a permis collectivement d'imaginer des solutions. Je pense que la problématique est d'abord et avant tout de dire quel est le problème et mettons-nous autour de la table pour trouver une solution adaptée aux matériaux. Donc, M. Pifto, de ce point de vue-là, vous êtes serein, vous dites les produits bois qu'on développe répondent désormais assez facilement à ces normes acoustiques et thermiques et en termes de vibration aussi? On vous a perdu, vous avez peut-être fermé. Oui, excusez-moi. Sur le matériau, intrinsèquement, il ne fera pas grand-chose. On sait améliorer sa résistance mécanique par le collage ou des choses comme ça. Après, pour lui apporter de l'acoustique ou régler des problèmes de vibration, il faut que l'industrie de la construction développe des complexes ou développe des produits qui vont rendre le bois conforme à la réglementation et répondre aux besoins futurs. Donc il y a encore beaucoup de R&D à faire pour bien utiliser le bois dans la construction. Parfait. Au-delà du R+2, nous dit Antoine, il semble que des complexités demeurent pour l'habillage des structures bois autres que par du bois. Par exemple, la brique, si elle est imposée par le contexte urbain, dans le nord de la France par exemple, d'où doit vivre Antoine certainement. Au-delà du R+2, il semble que demeurent des complexités pour l'habillage des structures bois autres que par du bois. Est-ce que vous avez des cas similaires ou est-ce que vous avez une réponse à donner? Oui, je pense que la question est une question de sensibilité sur l'histoire. Les régions qui construisaient en brique, on sait aujourd'hui sur un mur à ossature bois faire de l'enduit, on sait poser de la brique, on sait faire les finitions historiques de chaque agglomération par l'histoire qui s'est produite. Donc aujourd'hui, on n'a pas de souci, on a énormément progressé et on a des solutions techniques à proposer avec des avis techniques et avec des assurances. Alors, une question qui peut surprendre, mais il n'existe pas suffisamment de main-d'œuvre. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une affirmation. Il n'existe pas de main-d'œuvre spécialisée suffisante pour faire vivre la filière de construction bois. La main-d'œuvre spécialisée n'est pas suffisante. Ça n'est pas signé comme question. Qui répond? Monsieur Pifto, est-ce que la main-d'œuvre. Déjà, pour nous, au niveau de la fabrication et de la fourniture des produits, on a beaucoup évolué puisqu'on est capable d'apporter aujourd'hui des produits prêts à poser sur le lieu de la construction. Donc ça demande plus de technicité en termes de bureaux d'études et chez nous, usiner les bois et bien les préparer. Et ensuite, c'est un simple jeu de mécano et d'assemblage. Donc la formation des opérateurs sur place, là je laisserai la parole à M. Birbeau, est beaucoup plus simple. On n'a pas une grande technicité, il y a des habitudes à prendre, des choses un peu différentes par rapport à du béton, par rapport à d'autres produits. Mais je pense que Eiffage a déjà bien travaillé ce sujet
Je laisserai la parole à M. Christian Birbeau, est-ce qu'on a les savoir-faire chez Eiffage et c'est des constructeurs en général? Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une rupture, donc à nous de former nos collaborateurs qui avaient les qualités de la préfabrication en béton et donc s'adapter à la préfabrication de ossature bois. Aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, hein, c'est une nouvelle pratique. Nous avons recruté des chefs de chantier spécialisés dans le bois et des compagnons qui ont fait le tour du monde. Et c'est l'exemple d'Hyperion aujourd'hui. Ils ont su construire Hyperion avec nos propres collaborateurs. Donc, ils ont su transmettre le savoir-faire et former ces collaborateurs à une évolution. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci à l'heure actuelle. Hyperion, une tour bordelaise qu'on aura l'occasion de découvrir tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas eu jusque-là la chance de la voir en image ou de visu. On continue ce jeu de questions-réponses. Beaucoup de questions de la part de celles et ceux qui nous font le plaisir de partager ce moment avec nous. Si le marché est en croissance, est-ce que le marché bois peut répondre? Est-ce que la filière bois pourra répondre? Question assez vaste, mais qui peut faire référence peut-être d'abord à la capacité à se fournir en bois et puis à la capacité à disposer d'usines capables de répondre à cette demande en croissance. Qui peut répondre? Ce Pifto? Est-ce que dans votre filière, vous êtes suffisamment nombreux et équipés pour ça? On est suffisamment nombreux en Europe, pas suffisamment nombreux sur le territoire national. Mais ça vient aussi de l'histoire. Il y avait un marché de la construction en France qui était très faible, donc une industrie qui était en face le marché de la construction. On voit déjà depuis 5 ans où on a de très bonnes perspectives, quand on commence à avoir une bonne visibilité sur le développement de la construction bois. Chez Pifto, on a fait la première usine de CLT il y a 2 ans, il y en a une deuxième en construction, et au fur et à mesure que le marché de la construction, l'utilisation du bois dans la construction va se développer, les industriels français vont continuer d'investir pour répondre à la demande. En 2020, est-il vraiment raisonnable de prélever du bois dans la forêt pour la construction? C'est Martin qui nous écrit d'Île-de-France, mais une question précédente revenait. Je reviendrai sur la personne. Je crois que c'est Ginette qui nous disait « Que fera-t-on dans 50 ans quand il n'y aura plus de forêt ?» Donc là, c'est un regard plutôt négatif sur la construction bois qui viendrait nuire aux forêts nationales. Est-ce que c'est le cas? La plus grande progression de la surface forestière et de la production de bois en France, et c'est faite depuis 200 ans. En fait, du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, on a défriché les surfaces forestières pour manger. Et depuis qu'on a besoin de bois pour les navires, pour plein d'utilisations, la forêt en France progresse. Et c'est son utilisation qui l'a fait progresser. C'est pas son abandon. Et une forêt qui fait du bien à la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une forêt en croissance. Donc il faut récolter, replanter, récolter, replanter. Et il n'y a aucun souci pour l'avenir. Plus on utilisera du bois, plus on aura de forêt. La comparaison entre les forêts vierges multi-essences par rapport aux forêts gérées industriellement et qui donc proposent une monoculture, que du pin, que du feuillu, etc. Quel est le regard qu'on porte sur ces deux situations? Ouais. Des forêts multi-essences, il y en a très peu en fait, parce que chaque essence s'adapte aussi au sol et on ne plante pas n'importe quelle essence sur n'importe quel sol. Donc il y a très peu de forêts multi-essences. On peut en laisser une partie pour la biodiversité, et puis pour les gens, pour la promenade. Mais après, pour produire du bois, pour construire en bois et décarboner la planète par la croissance des arbres, c'est quand même par la sylviculture et la forêt de culture que l'impact sera le plus fort pour la planète. Vous voyez, Gilles veut aller plus loin. Il dit le développement industriel de la filière bois n'entraîne-t-il pas des forêts en monoculture non favorables à la préservation de la biodiversité? Il n'est pas tout à fait d'accord avec vous, Gilles. Oui, mais je pense qu'il faut... je lui suggère d'aller dans la forêt des Landes, qui est une forêt 100% créée par l'homme, puisque avant c'était du marais. Donc c'est une forêt industrielle, cultivée, récoltée. Elle a 250 ans ou 300 ans d'existence. Je ne suis pas sûr qu'elle a fait du mal à la planète et à la biodiversité. Est-ce que certaines essences de bois sont plus performantes que d'autres?
Est-ce qu'il vaut mieux des feuillus ou des résineux? Quelles sont les meilleures essences pour la construction? Veut savoir Jean-Pierre. Il n'y a pas de bonnes essences ou de mauvaises essences. Il y a des essences feuillues qui sont un peu plus denses. Il y a des essences résineuses qui sont moins denses, donc avec des qualités différentes. De toute façon, on doit répondre aux normes de la construction. Donc, on sait adapter aussi bien le feuillu que le résineux pour répondre aux normes de construction. Après, il y a une différence de coût parce que le feuillu est quand même à peu près 2 fois plus cher que le résineux. Christian Birbeau, des réactions par rapport à ça? Monsieur Crépon aussi, par rapport à la nature des bois, non? Je crois que M. Pifto a bien résumé. Hein. C'est une technique, une maîtrise. On peut utiliser tous les bois aujourd'hui dans la construction. On sait les dimensionner, on a le retour d'expérience, donc il n'y a pas de souci. Hein. Sébastien est du Piémont, il dit, alors il revient là-dessus, est-ce qu'il y a une essence à privilégier pour la construction bois? De par mes origines piémontaises, je cherche un stage en France ou à l'international, à qui pourrais-je m'adresser? Vous avez vu? Monsieur Pifto, Monsieur Birbeau, est-ce que le bois de cette région du Piémont et ceux qui le connaissent bien pourraient vous intéresser au point de les prendre en stage? Allez-y, faites le marché. Gilles revient à la charge, 70% des forêts sont des feuillus alors que les 3/4 des bois d'œuvre sont des pays, je n'arrive pas à lire ce qu'il dit, on reviendra sur Gilles, en tout cas... Je pense que sa question, je me permets, pense que sa question est très importante. Alors allez-y, parce que je n'ai pas compris sa question. Mais je pense que sa question, c'est la forêt française est constituée de 70% de feuillus et 30% de résineux. Oui. Et donc, je pense qu'il s'interroge sur la capacité, si on construit, comme c'est le cas quand même majoritairement en résineux, à répondre en résineux. Il faut bien faire la différence dans les chiffres. La forêt française, 70% de feuillus en surface et 30% de résineux. En accroissement annuel et en récolte de bois, c'est exactement l'inverse. Les résineux, c'est 70% de la production de bois et le feuillu, c'est 30% de la production de bois. Un résineux, c'est 50-60 ans. Un feuillu, c'est 180 à 200 ans. C'est-à-dire qu'on peut couper un résineux lorsqu'il a 50 à 60 ans d'âge, et le feuillu, c'est beaucoup plus long. Voilà, donc le volume disponible de l'accroissement par la forêt n'est pas lié à la surface, mais il est lié à la rapidité de croissance des essences. Alors, on a beaucoup de questions liées à la forêt, comment gérer les nouvelles pathologies de forêt en monoculture liées au réchauffement climatique, par exemple. Est-ce que ça pose pas un problème qui risque, lui, d'obérer la croissance du marché bois? Est-ce que là, c'est quelque chose que vous percevez déjà ou... Oui, on s'aperçoit de certains soucis. Je pense que la personne fait rapport aux scolytes dans les forêts du centre de l'Europe, qui sont des attaques d'insectes qui abîment la forêt. L'arrivée de ces insectes est plus liée au réchauffement climatique, à des modifications du climat, qu'à la monoculture. C'est des forêts en Europe centrale, c'est de la monoculture depuis 4 siècles ou 5 siècles. Il n'y a que les épicéas qui poussent dans cette région et en montagne, dans l'état du climat tel qu'il était. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est que probablement que le climat change et que depuis 3-4 ans, il y a un déficit de pluviométrie dans toute la région est de la France, Europe centrale, qui amène des nouveaux problèmes. Alors, est-ce qu'on devra modifier les essences, changer d'essence pour les adapter au climat futur? C'est la question qui se pose aujourd'hui. En termes de conception, quelle est la différence entre la construction bois et la construction traditionnelle béton? On parle bien de phase conception. Christian Birbeau. La construction bois, j'oserais dire que le match se joue avant le coup d'envoi. La conception vous fige, Christian Birbeau, visiblement. La connexion. Voilà, on vous a retrouvé. On vous avait, pendant un moment, on va retrouver. Donc, on a la chance aujourd'hui de pouvoir utiliser des maquettes numériques. Donc, on va pouvoir travailler l'industrialisation du bois grâce aux maquettes numériques. Et là, c'est très important.
tout se fait avant de démarrer l'opération et donc tout se fait dans la phase de conception. C'est-à-dire qu'on intègre dès la conception des sujets qu'on traite peut-être un peu plus tard dans la conception béton. Et dans l'usage, le béton, on construit l'ouvrage en phase de réalisation, alors que l'industrialisation nous impose que le jour où on veut démarrer, il faut que tout soit arrêté, tout soit conçu au millimètre, tout soit intégré de manière à ce que l'industrialisation des machines de M. Pifto fonctionne parfaitement. Mmh. L'essentiel de la construction bois se fait hors site. Quels sont les avantages et les inconvénients? C'est Charles de Clichy qui veut savoir ça. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de hors site, et donc je vais citer de nombreux avantages du hors site. Le premier avantage, c'est qu'on utilise du bois. Avec l'industrialisation, on travaille au millimètre, alors que le béton, on le travaille plutôt au centimètre. La deuxième qualité, c'est la qualité de la réalisation. Donc, quand on est hors site, on va travailler dans une usine, on va faire des produits de qualité avec du contrôle qualité, et donc on va faire des choses qui vont être plus précises et de meilleure qualité. Il n'y a pas d'aléa météo comme on a sur les chantiers aujourd'hui, où on se retrouve avec de la pluie, de la neige, des intempéries importantes qui nous font ralentir la cadence de production. Et un point essentiel pour nous, c'est la sécurité au travail. On peut optimiser le travail en sécurité dans une usine beaucoup plus que sur un chantier. Voilà. Donc après, on a maintenant recensé qu'on avait beaucoup moins de déchets dans une usine où on avait une industrialisation que quand on travaillait sur un chantier. Donc moins de déchets, c'est bien meilleur pour la planète. Alors, après, un point important pour les jeunes qui arrivent dans le métier aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus attirés par une activité proche de chez eux, alors qu'habituellement, quand on construit en construction traditionnelle, on construit chez le client. Donc on va chez le client, alors que là, on travaille près de leur résidence. Aujourd'hui, il se pose la question du transport, parce que quand on fait du hors-site, on se pose la question sur le transport. Le bois est 5 fois plus léger que le béton. On en parlait tout à l'heure dans la sismicité, dans l'avantage sismicité. Donc c'est avantageux dans le transport. Sur le bilan carbone, on a un transport qui est très favorable. Est-ce que vous me permettez de vous couper pour demander à M. Blanc, qui nous a rejoint, de simplement couper son micro et sa caméra afin qu'on ne puisse pas assister à cette conversation certes passionnante qu'il doit avoir avec ses interlocuteurs, mais qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait liée au sujet qu'on est en train d'évoquer. Monsieur Blanc, acceptez-vous l'idée de couper votre micro et votre caméra pour l'instant, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Merci mille fois pour cette réactivité. Vous étiez en train de lister les avantages et les inconvénients, si tant est que vous en trouviez, de la construction bois, Christian Bierbaud. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, je vous laisse conclure sur cette question. J'évoquais le point du transport. On a un matériau qui est léger, qui est facile transportable, et donc qui a un bon bilan carbone dans le transport. On en a déjà parlé tout à l'heure. On a une limite quand même du hors-site, c'est le gabarit routier. C'est-à-dire que le gabarit routier aujourd'hui, c'est 2,40 m, 12 mètres de long. On peut aller jusque du gabarit routier expert à 3,60 m, jusqu'à 15 mètres de long. Bon, voilà. Donc c'est notre limite. Mais j'aimerais faire un petit clin d'œil dans les innovations parce qu'on est dans un bouleversement de la société. On peut espérer un jour voir un ballon dirigeable transporter une maison entière et dans un seul ensemble et la poser directement là où elle doit atterrir. Il est 18h03, on a le droit de rêver. Alors, est-il prévu, nous demande Olivier, de développer le LVL de Hêtre? Vous voyez que je suis un porte-parole fidèle puisque je ne comprends pas cette question, mais je vous la pose quand même. Le LVL de Hêtre, qu'est-ce que M. Pifto, et est-ce qu'il est prévu de le développer? Si vous ouvrez le micro, c'est magnifique aussi. Si vous avez tous décidé d'être discrets, allez-y. C'est une très bonne question et un sujet d'actualité. Je vais avoir deux réponses. Il y a une question LVL, une réponse un peu pour le LVL, une réponse un petit peu pour le Hêtre. Le LVL, alors, qu'est-ce que c'est? Donc, le LVL, c'est un labellé collé, mais qui fait à partir de déroulage du bois. C'est-à-dire qu'au lieu de scier des planches, on prend la grume, on la met un peu comme sur un tour, mais on met un outil de coupe parallèle à l'axe de la grume et on la fait tourner. On fait des feuilles de 1,5 mm, 2 mm et on recolle ces feuilles les unes sur les autres pour fabriquer un produit qui a des très très hautes qualités en résistance mécanique, bien supérieure à celle du labellé collé. Juste l'inconvénient du produit,
Il a un peu plus de colle en masse. Le labellé-collé, le CLT, c'est des produits qui ont à peu près 3% de colle en masse. Le LVL, on est à 18-20% de colle en masse. Bien sûr, parce qu'il y a la même épaisseur de colle, mais pour des plis de 1,5 à 2 mm plutôt que 40 mm. C'est un produit intéressant pour les gros bois. Chez Pifto, on se pose la question, on s'est posé la question pour quelque chose qui peut paraître bizarre à beaucoup d'auditeurs, mais c'est important à bien comprendre. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on coupait à peu près 70% de l'accroissement des forêts. Et ce qui se passe actuellement, dans certaines régions, dans même beaucoup de régions, les arbres, lorsqu'on ne les coupe pas suffisamment, ils continuent de grossir. Et aujourd'hui, ils deviennent plus compliqués, ils sont trop gros pour passer dans les machines de sciage, donc ils auraient une bonne aptitude à produire du LVL. Donc ça, c'est vraiment le cas pour les résineux. Là, je pense que l'auditeur pose la question par rapport au hêtre. Et là, on va parler de l'essence, avec une actualité un petit peu perturbée, puisqu'il y a une partie des gens, à juste titre, où il y a des forêts de hêtres qui sont inexploitées aujourd'hui, donc qui ne demandent qu'à être exploitées. Aujourd'hui, les arbres pourrissent dans la forêt. Il y a des projets aujourd'hui d'industriels pour utiliser ces hêtres, et on dit non aux projets industriels parce qu'il ne faut pas couper les hêtres. Ah. Donc je vous laisse le soin de vous faire un jugement et d'apprécier l'actualité. Monsieur Crépon, Maureen veut savoir, elle est très dubitative et c'est un euphémisme, elle nous dit, vous voulez nous construire des villes qui se ressemblent toutes en construction industrielle bois, les bâtiments sont forcément identiques car construits en série. Non, je comprends bien et j'entends bien cette crainte, mais elle n'est pas justifiée. C'est un matériau de construction ne définit pas la forme architecturale. On a des architectes qui font preuve de créativité, des bureaux d'études qui savent voir comment optimiser l'utilisation du matériau. C'est pas parce qu'on construit en bois que on va avoir une construction totalement uniforme. Et quand on regarde, là encore historiquement et au-delà des limites françaises, on a eu des constructions très uniformes avec à peu près tous les matériaux de construction et inversement des constructions très diversifiées avec tous les matériaux de construction. Ce risque-là n'existe pas. Qui dit industrialisation, pour reprendre l'expression qu'évoquait M. Birbeau, ne signifie pas uniformisation de la ville. Bien au contraire. Voilà, Maureen, rassurée, les fondations d'une construction bois sont-elles en bois, forcément, ou dans un autre matériau? Qui peut répondre? Christian Birbeau. C'est vraiment adapté à chaque construction. Parfois, ça peut être l'utilisation de béton ou de pierre. Parfois, et là encore, je citerai un exemple connu de tout le monde, à Venise, les fondations sont en bois. Très bien, donc pas de règles absolues, il faut savoir s'adapter au terrain. J'avais cru comprendre que les fondations en acier présentaient un avantage certain. Est-ce que je me trompe ou pas, Christian Birbeau? Aujourd'hui, on a des innovations qui arrivent sur le marché, qui sont déjà utilisées pour des maisons. On sait faire des puits vissés. Donc le puits vissé métallique a un avantage, c'est qu'il est simple à poser. Et dans 200 ou 300 ans, quand vous déplacez votre maison, à reconstruire ailleurs, ça sera simple à enlever et à respecter l'environnement. Voilà. Donc, je pense qu'on a toutes les solutions possibles aujourd'hui et on fait confiance à l'innovation. Techniquement, le bois se marie comment avec le verre et l'acier? Monsieur Crépon. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Crépon? Oui. Je vous entends comme pour toute construction, on a à chaque fois dans un projet de construction à gérer les interfaces, la manière dont on relie des matériaux qui peuvent ou des parties d'ouvrage qui sont différentes. Ça a clairement été pendant des années un sujet pour le bois. Maintenant, la plupart des freins techniques ont été levés par
par de l'innovation. Et j'en profite pour rebondir par rapport à une question qui a été évoquée tout à l'heure de fixer des plaquettes en briques sur des constructions en bois. C'est un sujet sur lequel la Solideo, qui réalise les Jeux Olympiques, nous a demandé d'élaborer des guides techniques pour que justement ça soit faisable. À chaque fois, ça demande de l'intelligence, ça demande de l'ingénierie, mais on trouve les solutions. Alors, beaucoup de questions se concentrent sur la notion de prix. Évidemment, le nerf de la guerre, combien coûte le bois au mètre cube, comment va évoluer le coût de la matière première bois en fonction de la demande et des feux de forêt. Ça, c'est une question qui vient de Rennes. Et puis, un chantier bois est-il moins cher qu'un chantier béton grâce au hors-site? Voilà, donc abordons cette question du prix. Est-ce que une construction bois est plus chère aujourd'hui qu'une construction béton? Christian Birbeau? Ouais, on va seulement dire que depuis 5 à 10 ans, aujourd'hui, on fait des projets pilotes. Des projets pilotes, c'est de la recherche et développement. Donc, c'est des optimisations. Donc, pour l'instant, on a un coût qui est moins maîtrisé que la construction traditionnelle, mais l'espoir vient du volume. Aujourd'hui, il faut avoir une vision sur le volume qui va se réaliser et sur la demande, comme on l'évoquait tout à l'heure au niveau industriel. Donc, les prix vont chuter. Et puis aussi, il faut avoir une vision sur l'offre et sur le prix global. Tout à l'heure, on parlait de bilan carbone. On s'expliquera peut-être tout à l'heure sur la notion de bilan carbone aujourd'hui. Mais sur le prix global, c'est-à-dire la performance énergétique qu'on obtient avec le bois, on ne l'a pas avec les solutions traditionnelles. Donc, dans la durée de vie du bâtiment, on fait des économies. Il suffit de faire témoigner les gens qui ont depuis de nombreuses années des maisons individuelles. Ils en sont très satisfaits. Donc, le bois, pour l'instant, est un peu plus cher. Là, beaucoup de questions, évidemment. C'est comment réduire le coût, je vous l'ai donné, mais des questions sur les maîtres d'ouvrage continuent à construire en béton car le bois représente une plus-value de 15% environ sur le coût travaux. Là, on nous donne des chiffres. Est-ce que vous confirmez ce chiffre ou pas? 15% de plus en bois qu'en béton. M. Piveteau, je vous vois sourire. Parce que je pense que M. Birbeau est bien placé pour répondre. Il est grand constructeur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un surcoût de l'ordre de 10 à 15%. Si on a vraiment des contraintes, j'ai cru comprendre, dans les villes, dans Paris intramuros, où les nuisances liées à l'utilisation du béton ou du transport et des phases chantier et de la durée du chantier finissent par coûter aussi beaucoup d'argent. Donc j'ai cru comprendre que dans certains cas, en ville, la construction bois est arrivée à peu près au même coût que la construction traditionnelle. Après, la deuxième chose, on est sur une ère nouvelle, comme disait M. Birbeau tout à l'heure, où on est encore en train de mettre au point toute la chaîne de construction entre nous, les industriels, les bureaux d'études, former les équipes, apprendre, peut-être expérimenter des nouvelles façons de construire. Et je suis persuadé qu'on arrivera à gommer ces 10 à 15%. Quid de la valeur patrimoniale? Un appartement dans un immeuble à Ossature-Bois aura-t-il la même valeur dans 20 ans? Christian Birbeau. Ouais. Enfin, on va faire quelques rappels quand même sur la notion de patrimoine, sa valeur dans la durée. Et moi, je pense qu'il y a 3 points essentiels qu'il faut retenir. C'est d'abord qu'il n'y ait pas de défaut majeur de la structure. Un ouvrage, dans sa durée, il faut qu'il ait une structure solide. Il n'y a pas de souci avec le bois. Les bâtiments du Moyen-Âge l'ont prouvé. Après, c'est le deuxième élément qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la performance énergétique, les économies dans la durée d'exploitation. Donc là, le bois est très performant. Et le troisième point qui ne changera jamais, c'est l'emplacement et l'emplacement. La valeur d'un bien, c'est son emplacement. Donc pour moi, c'est un non-sujet. Le bois a toutes les valeurs pour faire ça. Question sur les délais qui sont liés au prix, certainement. Est-ce que le délai d'une construction bois est beaucoup plus resserré que le délai d'une construction traditionnelle, béton? Tout à l'heure, on l'a évoqué un petit peu dans les avantages du hors-site. Aujourd'hui, une construction classique, on peut considérer qu'il y a la mise au point du projet, l'instruction du permis de construire, des autorisations administratives, ça peut durer 2 ans. Et la réalisation en travaux classiques, ça dure aussi 2 ans, donc on est sur une période de 4 ans. On évoquait tout à l'heure l'industrialisation, tout l'amont, la maquette numérique, la conception, les choix définitifs doivent se faire dans les 2 premières années. Si on arrive à faire ça, aujourd'hui on le démontre, on est capable de faire une opération en 7 mois. Voilà, donc on peut réduire considérablement les délais. Et de toute façon, je pense que c'est absolument nécessaire parce que les jeunes d'aujourd'hui qui ont pris l'habitude de commander
leurs activités, leurs biens sous 24 heures sur Internet, ne vont pas entendre les promoteurs qui vont leur dire « je vous livre dans 2 ans ». Donc à nous de faire des efforts, de trouver des solutions adéquates. Alors, on veut revenir à la question qu'on posait sur le bas carbone. Au fond, on nous demande la question suivante. On nous pose la question suivante. Peut-on dire qu'une construction bois est forcément une construction bas carbone et quels sont les indicateurs qui peuvent en attester? Monsieur Piveteau ou Monsieur Birbot, peut-on dire qu'une construction bois est forcément une construction bas carbone? Je pense qu'il faut faire un rappel. D'abord, c'est quoi une construction bas carbone? Donc, le référentiel aujourd'hui d'une construction sur son bilan carbone, je le rappelle, c'est les éléments de construction. On regarde la déconstruction et sa durée de vie en consommation d'énergie sur 50 ans. Le référentiel aujourd'hui, c'est 1 tonne 550 pour du logement. Et si on prend l'exemple de la réalisation... Ah, là, c'est un bas niveau sonore, c'est pas le bas carbone. Là, on vous a perdu. Là, on vous a retrouvé, on a récupéré quelques... Vous m'avez retrouvé. Voilà, du côté de Bordeaux. Aujourd'hui, le référentiel dans le logement classique, c'était 1 tonne 550. Et que si on prend l'exemple d'Hyperion aujourd'hui, qu'on vient de réaliser, on arrive à 950 kg du mètre carré. Et on sait que l'objectif pour 2030, c'est d'être inférieur à 1 tonne du mètre carré. Donc, on a tous les atouts pour pouvoir baisser et obtenir cette performance. On est souvent obligé de rajouter des plaques de plâtre, et ça n'est pas vraiment bas carbone. C'est une réflexion qui est pertinente, non? Secret peut dire quelque chose. Oui, moi, dire que le bois a clairement des atouts parce que il a une capacité de stockage du carbone. Mais toutes les filières ont leurs atouts. Ce qui est révélé en fait par l'objectif de limitation de consommation des gaz à effet de serre, qui est d'émission des gaz à effet de serre, qui a été lancé par l'expérimentation énergie carbone lancée par le gouvernement il y a un peu plus de 2 ans. C'est clairement que chaque filière a ses atouts à faire valoir et qu'un bâtiment, parce qu'il est en bois, peut être bas carbone, mais il peut aussi ne pas l'être. Et tous les bâtiments bas carbone ne sont pas nécessairement en bois. Mais le bois a clairement un certain nombre d'atouts à faire valoir, au même titre que d'autres filières. Je pense que la seule chose dont on saura qu'il faudra en mettre dans tous les bâtiments pour qu'ils soient bas carbone, c'est de l'intelligence. Ben là, on est servi sur ce plateau. Alors, on est submergé de questions et pardon à celles et ceux qui sont avec nous, je ne pourrai pas toutes les retransmettre, mais vous savez que vous aurez la possibilité à l'issue de cette émission de contacter les experts d'Eiffage Construction et peut-être M. Piveteau et M. Crépon s'ils en acceptent l'idée pour avoir des réponses de leur part. Alors je vais aborder d'autres questions qui se posent. C'est est-ce que l'entretien d'un bâtiment en bois est plus contraignant et plus cher qu'une construction béton? Très rapidement, qui peut répondre? M. Birbot, est-ce que l'entretien est plus cher quand on construit en bois? On a un retour d'expérience des bâtiments du Moyen-Âge. Je ne pense pas qu'ils aient exigé plus d'entretien qu'une construction classique. Je crois que tous les matériaux, comme M. Crépon l'évoquait tout à l'heure, ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc il n'y a pas plus de contraintes qu'une construction classique. Alors on a répondu à beaucoup de questions, mais il y a quelques idées qui sont solidement ancrées, qui parfois sont proches des questions qu'on a déjà posées. C'est la séquence le vrai du faux. On va voir ça. Le vrai du faux. Jingle. C'est parti. Alors, parmi ces a priori, ces questions, ces affaires tenaces, ces idées tenaces, on a une question qui nous a été posée d'ailleurs tout à l'heure, c'est la durée de vie d'un bâtiment en bois est plus courte. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Piveteau? Est-ce que la durée de vie d'un bâtiment en bois est plus courte que la durée de vie d'un bâtiment en béton? C'est l'histoire des 3 petits cochons, ça. Oui. Aujourd'hui, l'expérience que l'on a, c'est des maisons. On peut voir le centre-ville de Strasbourg ou de Nantes. Je pense qu'on est sur quelque chose de 400, 500 ans. Pour ce qui a été fait depuis en produit contemporain, l'expérience est un peu plus courte. On ne sait jamais vraiment d'où vient le bois
Rien ne ressemble plus à un pain des Landes qu'un pain allemand. Aucun élément de traçabilité crédible n'existe. Et Pito. Si. Alors? Si. Aujourd'hui, la garantie que les gens ont, il y a deux types de traçabilité. Il y a la première, et qui est en vigueur à peu près maintenant dans toutes les constructions, qui est demandée partout, c'est une certification comme quoi la forêt dans laquelle a été prélevé le bois est une forêt bien gérée. Ça, c'est des certifications qui sont en place depuis une quinzaine d'années. Mais comme j'ai dit précédemment, les forêts en Europe sont globalement bien gérées depuis plus d'un siècle. Ensuite, en termes de provenance du bois, on vient de lancer avec la Fédération nationale du bois, pour rassurer justement les clients, une marque qui s'appelle Bois de France et qui atteste que les bois viennent d'une forêt française, ont poussé en France et sont sciés et transformés en France. Donc c'est un label qui a été créé par la Fédération nationale du bois il y a maintenant 8-9 mois. Il est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, il y a 60 entreprises qui sont labellisées Bois de France. Ensuite, cette marque est en train de se développer et va permettre d'affirmer la provenance du bois par rapport au territoire national. Entre la coupe du bois, le transport, la consommation d'énergie en usine pour préfabriquer le bâtiment, au final, le bilan carbone est mauvais. Ça vous laisse sans voix. Qui ne dit mot consent ou qui ne dit mot râle? Faux. Ouais, c'est faux. Mais encore. La première qualité d'utilisation du bois, c'est sa croissance en forêt, qui, elle, décarbone l'atmosphère. Donc, c'est déjà sa première qualité. Et ensuite, le fait de l'immobiliser dans une construction, on stocke ce carbone qu'on a créé par toute notre activité industrielle d'une façon générale. Donc, vous êtes absolument sûr de vous. Le bois, malgré tout ce qu'on vient d'évoquer là, reste d'un point de vue bas carbone tout à fait intéressant. Alors, si la France n'est pas première de la classe européenne, on l'a vu au tout début de ce rendez-vous dans le domaine de la construction bois, elle a quand même accéléré depuis plusieurs années, on l'a dit. Le groupe Eiffage est engagé dans le développement de cette filière bois, résolument engagé. C'est ce qu'on va voir à travers quelques exemples concrets, des paroles, mais aussi des actes. Et on va, si vous le voulez bien, on va tout de suite se diriger donc vers Bordeaux, où Eiffage Construction, on en a parlé déjà à plusieurs reprises, a livré la fameuse tour Hyperion, structure mixte bois, béton, acier, 17 étages, des logements, des bureaux et des commerces. Regardez en image cette tour Hyperion.
Voilà, pour la tour Hyperion. Je vais demander à Bernard-Louis Blanc, s'il est encore avec nous, de nous rejoindre et d'ouvrir son micro et sa caméra. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Blanc? Rassurez-moi, dites-moi oui, dites-moi qu'à Bordeaux on m'entend, vous qui êtes l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme résilient et qui vous nous faisiez le plaisir de rejoindre cette émission consacrée à la construction bois. Alors là, je suis évidemment forcément inquiet comme tout animateur dans cette situation et je vais essayer de faire mon métier, c'est-à-dire de broder, en espérant que dans les 20 secondes qui viennent, Monsieur Blanc nous rejoigne et me fasse un signe rassurant, parce que je compte énormément sur lui pour commenter ces travaux qui ont fait qu'Eiffage a pu ériger cette tour exceptionnelle en termes de hauteur, mais aussi en termes de conception et de construction à Bordeaux, construction bois. Peut-être que je vais pouvoir me tourner vers Christian Birbeau, qui a, avec ses équipes, signé cette tour. Christian Birbeau, on aurait souhaité avoir avec nous Monsieur Blanc. Pour l'instant, il n'est pas encore au rendez-vous, ou il n'est plus au rendez-vous. Cette tour n'est pas une tour à proprement parler, 100% bois, on l'a dit, en toute transparence, c'est autre chose. C'est un sujet mixte. Oui, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les avantages des choix que l'on peut faire dans la construction de grande hauteur, c'est à un moment de faire un calcul du bon matériau au bon endroit. Donc, sur cette opération, le noyau central est en béton, ça veut dire ascenseur, escalier, et l'ensemble des plateaux de logement sont réalisés en bois. Vous avez pu voir les images, la façon dont on l'a construite, la rapidité de construction aussi. On a découvert la possibilité de construire en une semaine un étage clos couvert. On a même, au bout de quelques semaines, obtenu une performance de faire un étage en 3 jours. Donc, on a pu construire assez rapidement cette opération. On a beaucoup appris. Et il n'y a aucun élément préfabriqué qui sont arrivés sur place en mur d'ossature, en plancher bois de l'entreprise Pifto, de poutres lamellées-collées, qui ont quitté le chantier. Ils ont tous été posés, aucun n'a été rectifié. Ce qui veut dire que la maquette numérique était, entre guillemets, parfaite pour la fabrication. Tout est fait en BIM sur des chantiers comme cela? Oui, alors, sur un chantier, on pouvait travailler avec un plan papier, de manière à pouvoir réaliser du béton à quelques centimètres près. L'inconvénient de la fabrication bois, c'est que la machine qui coupe le bois, si elle n'a pas une commande qui vient d'une maquette numérique, elle ne coupe pas la bonne longueur si on faut le faire à la main. Hein. Donc aujourd'hui, l'industrialisation de la profession impose d'avoir des maquettes numériques de tout ce qu'on va vouloir fabriquer à base de bois. Est-ce que cette tour a été pour Eiffage un laboratoire en matière de construction bois? Oui, ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, le point important aujourd'hui, c'est les collaborateurs. C'est de se former, de ce nouveau matériau. Et donc, depuis qu'on a gagné cette opération, on a passé beaucoup de temps en phase étude, en phase conception, et donc de jeunes collaborateurs qui ont découvert le bois, se sont imprégnés et sont devenus aujourd'hui, au bout de 3 ans, des spécialistes. Et ils maîtrisent parfaitement les avantages, ce qu'il faut faire avec le bois, ce qu'il ne faudrait pas faire, et tout l'intérêt maintenant des futures études que l'on peut mener. On a beaucoup appris cette opération et on s'en sert sur des opérations qu'on commence aujourd'hui. Alors, Bernard-Louis Blanc, on va essayer de nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Ce n'est pas toujours simple avec ces moyens techniques, même si on a appris à les maîtriser depuis le confinement. Il reste encore quelques petites zones d'ombre. Allez-y, Monsieur Pictot, très rapidement, parce que je voudrais enchaîner sur un autre. Pour rebondir sur les dires de Monsieur Birbeau, j'ai vraiment le sentiment que le bois va servir à faire progresser le monde de la construction de façon très très importante. Vous prêchez pour votre paroisse en même temps. Vous avez raison, profitez de cette tribune. Attendez, on va quitter Bordeaux pour le sud-est, pour aller du côté de Salon de Provence, la ville de Nostradamus, où Eiffage Construction construit une résidence pour le compte d'Adoma. Adoma, tout le monde connaît, groupe CDC Habitat, en charge du logement de jeunes en insertion, de travailleurs précaires, de bénéficiaires de minima sociaux, de travailleurs migrants, bref, plus de 88 000 personnes logées et un parc dont la rénovation a été engagée tambour battant depuis 2012. Et c'est le cas de ce foyer de Salon de Provence qu'Eiffage Construction réhabilite. Quelques images pour le découvrir. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you I should it right. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop. Feeling
feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes. Cause my heart goes. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Voilà une réalisation donc à Doma, à Salon de Provence. Stéphanie Demeure-Dillat, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes directrice de la maîtrise d'ouvrage et du développement d'Adoma. Alors évidemment, la question la plus logique qui se pose, c'est pourquoi avoir choisi cette solution bois pour la réhabilitation, la grosse réhabilitation de ce foyer? Bonjour à tous. Alors, tout simplement déjà parce que Eiffage nous l'a proposé, puisque Eiffage a répondu à une consultation lancée par Adoma, une conception-réalisation, et c'était une proposition. Adoma n'avait pas spécialement demandé du bois. On était parti sur des matériaux préfabriqués, mais pas forcément sur du bois. Donc, c'était juste une proposition du groupement. La question du prix, on l'a abordé tout à l'heure lors de notre émission. Est-ce que de nombreuses personnes qui nous suivent veulent savoir si la solution bois est plus chère que la réhabilitation traditionnelle, sous-entendu le béton? Quelle est la réponse que vous leur apportez? Oui, alors c'est un petit peu plus cher, mais au niveau d'Adoma, alors comme on est à la fois bailleur, investisseur et gestionnaire, on raisonne en coût global, et le raisonnement en coût global fait que c'est finalement un matériau qui est tout à fait compétitif, puisque on en a parlé aussi, les chantiers sont réduits. Donc ça signifie qu'on a un chiffre d'affaires qui rentre plus rapidement, et donc en coût global, finalement, on s'y retrouve. Alors, ça n'est pas donc un acte militant. Économiquement, il y a une rationalité à construire en bois. Ah oui, malheureux. Alors peut-être que je vais décevoir certains, mais effectivement, c'est pas spécialement militant. Il se trouve que sur le projet de Salon de Provence, c'était le bon matériau, le bon projet. Le point le plus important pour nous, c'est la réduction des nuisances de chantier et la réduction des délais, puisque c'est un chantier qui se fait en site occupé. Donc on a 200 résidents qui restent pendant la totalité du chantier sur le site. Donc la réduction des nuisances de chantier, c'est vraiment pour nous prioritaire par rapport au bilan carbone. Donc vous êtes en train de nous dire que dans le cadre d'une réhabilitation en site occupé, le bois peut avoir des avantages notables et significatifs. Alors, rectification, ce n'est pas une réhabilitation en site occupé, c'est une démolition-reconstruction. Donc on est sur un phasage compliqué, et effectivement là le bois est tout à fait pertinent, puisqu'on va d'abord démolir et puis reconstruire, etc. Et évidemment la réduction du délai et puis un chantier beaucoup plus calme, beaucoup plus propre, c'est effectivement très intéressant pour eux. On ne voit pas le bois en façade malgré tout, hein. C'est assez bizarre. Oui, alors effectivement, là, le choix a été fait de ne pas voir le bois en façade. Alors déjà parce que ça ne plaît pas toujours, notamment on se rend compte au quotidien que les élus sont parfois assez réfractaires au bois en façade. Il faut savoir que le bois en façade, ça vieillit, donc ça devient gris, et qu'il faut l'assumer. Donc parfois on l'assume, parfois on ne l'assume pas. On a des projets où on a du bois en façade. Là, en l'occurrence, dans le cas de Salon de Provence, il n'y a pas eu de volonté d'avoir du bois en façade. En revanche, moi j'ai demandé à ce qu'il y ait un minimum de bois apparent, au moins dans les parties communes et peut-être même dans les logements, pour qu'on retrouve quand même ce bois. Je vois M. Blanc nous rejoindre. M. Blanc, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir à vous. Oui, très bien, bonsoir. Excusez-moi, mais comme je vous écoutais et qu'on avait l'impression que je ne faisais rien, on m'est sauté dessus. Et puis là, on vient d'avoir un plantage informatique. Donc, écoutez, la totale. L'essentiel, c'est de se retrouver. L'essentiel, c'est de se retrouver. Adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'urbanisme résilient. Vous avez peut-être pu assister regarder la petite vidéo de cette tour signée par l'architecte Viguier, que vous connaissez bien. Cette tour, vous l'avez visitée. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour vous, puisque par rapport au sujet qui nous intéresse évidemment, cette construction bois, est-ce que c'est un tournant important dans une ville comme Bordeaux? Au moins, c'est pour une fois un démonstrateur qu'il est possible de faire un mix bois-béton et pour engager un peu le process, mais sur une telle hauteur, parce qu'on a beaucoup de production en bois et intégralement en bois sur la métropole, mais c'est le défi de la hauteur qui était intéressant là. Après, il faut voir maintenant avec Eiffage en particulier ce qu'il en retire de cette expérience, et notamment dans le rapport coût-bénéfice, parce
que je pense que c'est une opération qui a dû être assez coûteuse. Pour l'instant, elle n'est pas tout à fait finie, donc on ne voit pas encore tout à fait tous ces balcons en projection qui faisaient le charme de l'image de concours. Donc moi, je vais attendre qu'elle soit totalement terminée pour pouvoir dire si vraiment elle trouve une belle place. Mais en tout cas, c'est un démonstrateur, il fallait le faire. J'espère que ça va inciter les opérateurs à se lancer dans le bois à partir de cette première opération un peu iconique sur le périmètre bordelais. La directrice de la maîtrise d'ouvrage et du développement d'Adoma nous disait que faire appel au bois n'était pas un acte militant, qu'économiquement ça pouvait avoir du sens. Vous êtes militant, vous, de tout ce qui peut baisser les émissions de carbone dans la construction. Vous avez déjà donné une feuille de route sur Bordeaux et sur la métropole. Est-ce que le bois trouve une place dans cette feuille de route, et laquelle ? Oui, il faut juste se rappeler qu'avant d'être élu, j'étais retraité. Avant d'être retraité, j'étais maître d'ouvrage et que j'ai beaucoup produit en bois. Et donc, ce n'est pas du militantisme, c'est de la conviction opérationnelle, disons. Hein. Et quand on voit effectivement les qualités de ce que l'on obtient à la fois dans le confort d'habiter, dans la plasticité du bois, et en plus en utilisant un process industriel, donc sur lequel, ça a été évoqué, on nous fait le reproche de ne pas avoir d'écriture architecturale assez évidente, assez soignée dès qu'on mixe nouveaux produits et industrialisation. Et je pense qu'on a la démonstration qu'on pouvait lier tout ça dans un modèle économique totalement viable. Parce que je rappelle juste que moi, j'opérais dans le champ du logement social, donc avec des coûts d'opération extrêmement contraints. Maintenant, effectivement, on a buté sur le fait que nous n'avons pas une filière bois suffisamment structurée sur notre territoire. Elle commence juste à se structurer. Nous n'avons pas encore des opérateurs et des archis et des bureaux d'études qui ont une véritable capacité à se saisir de ce système constructif. Donc, on est dans le moment du tâtonnement, des essais. On fait des petites opérations. C'est pour ça que le coût de la tour Hyperion est important parce qu'on montre qu'on passe à un autre niveau. Donc, j'espère que ça va entraîner tout le monde. Mais on le voit bien, j'étais ce matin en commission d'avant-projet pour des projets sur le périmètre de l'EPA, donc autour de cette fameuse tour Hyperion, quoi, et où sur l'arrière, ce qu'ils appellent Armagnac Sud, ils veulent lancer maintenant un ensemble d'opérations où il y aurait une quinzaine ou une vingtaine d'objets qui seraient intégralement en bois, structure bois, etc. Et dans la discussion avec les équipes d'archi, on voit bien qu'il y a un vrai désir d'y aller, que le rôle entraîneur de l'EPA commence à fonctionner. Il fallait qu'il y ait une capacité à entraîner une filière, une capacité à entraîner des opérateurs, etc. Et on voit que ça marche. Alors on bute sur pas mal d'éléments techniques quand même. Hein, mais il existe encore des freins. Hein, il y a encore des freins. Oui, parce qu'on n'est pas encore tout à fait au point. Et quand notre archi-conseil ou moi-même, on pose des questions un petit peu précises sur le fait de comment je vais faire le lien entre un poteau et un plancher mixte bois-béton. Il y a là encore un travail précis pour trouver les bonnes réponses, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense qu'il faut vraiment encourager les opérateurs égalés, et pour le coup, nous, et c'est le côté militant de l'équipe municipale écologique sur Bordeaux maintenant, c'est que nous croyons fortement à la sortie du tout béton. Nous allons demander aux opérateurs de sortir assez vivement de cette façon de produire et en acceptant aujourd'hui, parce que techniquement c'est à notre portée, un mix bois-béton. Une transition en quelque sorte. Voilà, donc une transition, mais le tout béton maintenant n'a plus lieu d'être sur le périmètre de la ville de Bordeaux, et ça c'est vraiment une posture hein, de l'équipe municipale, mais et moi je la porte simplement parce que je sais que le milieu professionnel, tout métier confondu, il est prêt. Et je pense que si on ne met pas... Vous savez, c'est un peu comme quand on était petit et qu'on devait apprendre à nager. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, on ne m'a pas mis au bord de la piscine, le ventre sur un tabouret et puis à agiter en coordonnant le mieux possible les bras et les jambes. On est parti en mer sur un bateau et puis à un moment donné, on m'a attrapé par le fond du maillot là, et puis on m'a lâché dans la flotte.
je vous garantis que là, vous nagez immédiatement. Alors, je ne veux pas assurer que c'était esthétiquement parfait. Je ne veux pas assurer que je n'ai pas bu plusieurs fois la tasse, mais j'ai survécu. Et je pense qu'on en est là, quoi. Il faut pousser tout le monde à l'eau. Poussons tout le monde à l'eau et allons-y. Autrement, vous savez, si vous promettez, ce qu'on a fait d'ailleurs avec un autre projet, si vous promettez encore qu'il y a des opportunités d'Eldorado pour le tout béton sur le territoire de la commune, eh bien, ils ne feront pas la transition. Parce qu'ils ont une telle expertise dans le faire tourner des banches et mettre du béton que s'ils ne sont pas acculés à un moment donné, et on ne les accule pas. Moi, quand on m'a foutu à l'eau, je n'avais pas 2 ans, quoi. Hein, j'avais quelques années de plus, pas grand-chose en plus, mais j'avais un peu de maturité. Moi, il me semble que le milieu maintenant est mature pour y aller. Il faut juste le pousser un peu à franchement y aller, quoi. Bien, mais les conditions sont là. Tout le monde a le désir, a l'appétit. Monsieur Piveteau boit du petit lait, Christian Birbeau se frotte les mains, Stéphanie se dit qu'elle a eu bien raison en vous écoutant. Je vous propose, pour terminer ce rendez-vous, de découvrir quelques réalisations bois signées Eiffage. C'est un document qui a été réalisé par Sophie Goumi. Regardez. Voilà quelques exemples concrets de ce qui a été fait et qui laissent augurer de ce qui pourrait se faire. Je vais remercier toutes celles et ceux qui ont partagé ce moment avec nous et qui nous ont éclairés, pour ne pas dire oui quelquefois. Je voudrais saluer aussi le travail réalisé par Sophie Goumi, Mathilde Paquier, Fabien Thibault et Marie-Claire Deslauriers d'Eiffage Construction. Noël Canu et Clémence Taron étaient aux manettes en régie. Vous aurez la possibilité de revenir vers Eiffage Construction ou vers nos intervenants pour avoir des réponses à toutes les questions que je n'ai pas pu poser. Merci mille fois de votre participation et à très bientôt, j'espère, sur les chemins du bas carbone, sujet majeur, enjeu majeur pour les constructeurs en général et pour Eiffage Construction en particulier. Belle soirée à vous. Merci. Bonne soirée. Merci.